Rebonjour. Je vous retrouve maintenant pour traiter la question d'Aurélien. Alors c'est une question qui est plus technique et précise que celle de Roger. Alors c'est un peu normal. Aurélien a fait le coaching ou la formation, appelez ça comme vous voulez, je ne sais même pas comment l'appeler. En tout cas, la prestation qu'on offre à Cartema, Aurélien l'a faite. Déjà, voilà, c'est sympa de lire qu'il a vraiment passé un bon moment la semaine dernière. Merci de nous dire, Aurélien, que tu en es ressorti avec les étoiles dans les yeux. C'est très très sympa et ça nous touche énormément. À la suite de cette formation, donc Aurélien soulève deux points. Donc, il dit qu'il a investi dans vente unique, il a le droit. J'ai pas formulé d'opinion sur cette question, hein. Voilà, ensuite, il aimerait se protéger un peu et voilà, il me demande de lui conseiller des produits à choisir. Voilà. Pour se protéger. Et ensuite, il pose une question pour savoir si j'ai déjà analysé des boîtes minières, notamment sur le secteur du charbon. Il soulève un point qui est extrêmement intéressant, un fait, hein. Il a lu quelque part que le dernier ETF sur le secteur charbon a été récemment délisté, donc qu'il n'existe plus en fait de méthode pour investir de manière ETFisée, en tout cas on va dire via des fonds sur le secteur du charbon, ce qui a réduit l'investissement, les possibilités d'investissement, pardon. Voilà. Alors, en ce qui concerne ces questions, j'ai bien sûr aussi fait une réponse écrite à Aurélien qui est plus détaillée que celle que je vais vous faire. Mais là, je voudrais profiter de ces questions en fait pour soulever des sujets qui sont intéressants dans les démarches d'investissement en bourse. Alors évidemment, j'ai donné des options à prendre à Aurélien pour se couvrir sur l'événement ventunique.com. Là, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut en fait être clair sur ce sur quoi vous voulez vous couvrir avant de poser la question, voyez-vous. C'est-à-dire, en fait, vous devez décider. Est-ce que vous voulez vous couvrir contre le risque de la distribution en ligne sur le continent européen, celui où intervient ventunique.com? Est-ce que vous voulez peut-être regarder l'option de vous couvrir contre le risque de la distribution du meuble en ligne, mais plutôt sur le marché américain, quitte à avoir une décorrélation de marché? Mais d'un autre côté, vous pouvez aussi vous dire, sur le marché américain, le taux de pénétration du meuble en ligne, c'est 25% aujourd'hui. Et s'il y a récession dans le meuble en ligne, peut-être justement dans le marché américain, on sera plus concerné. Est-ce que vous voulez prendre une couverture à la fois sur le marché européen, à la fois sur le marché américain? Et est-ce que à ça, vous voulez ajouter ou simplement prendre séparément une autre couverture contre l'événement qui est le simple risque de krach boursier sur le marché? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des secteurs en particulier que vous voulez privilégier dans un krach? Par exemple, les entreprises software SaaS, par exemple, hein. Les entreprises de e-commerce, par exemple, ou toutes les entreprises en général, par exemple, ou les entreprises industrielles, par exemple, mais où à chaque fois ne sont pas exclusifs. En fait, vous devez être carré sur le risque sur lequel vous voulez vous assurer, ou les risques sur lesquels vous voulez vous assurer avant de chercher vos bonnes assurances. Après, j'ai donné des détails techniques à Aurélien pour lui dire
que habituellement et empiriquement, les risques qui étaient mal pricés se trouvent plutôt contre des événements de baisse dans un certain spectre de pourcentage, qu'on peut gagner un peu de temps si on regarde en premier lieu ces choses-là. Donc je vais donner des raccourcis techniques, mais là, ce que je voulais dire dans ce podcast, c'est qu'il est très 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 important de bien spécifier avant de vous couvrir les risques, l'ensemble des risques contre lesquels vous voulez vous couvrir, d'être clair sur votre politique de couverture et le pourcentage que vous voulez allouer à votre couverture. Alors, bon, le pourcentage idéal d'un hedging dynamique, si vous vendez du produit d'assurance à des clients, c'est plutôt 1% du portefeuille. Mais comme nous, on est pépère et qu'on ne vend rien à des clients, on peut aller jusqu'à 2% du portefeuille. Moi, vraiment, je ne vous recommande pas de mettre plus de 2% de votre patrimoine dans une politique de hedging, qu'elle soit dynamique ou non. C'est-à-dire, si vous ne couvrez pas l'ensemble de votre portefeuille avec 2% de votre portefeuille, c'est que vous hedgez mal, honnêtement. Et la plupart des gens qui font du hedge fund, la raison pour laquelle les hedge funds ne surperforment pas les portefeuilles longs en général, à l'exception de notamment Universa, de Mark Spitznagel, la raison pour laquelle les hedge funds sous-performent systématiquement de manière générale, c'est parce qu'ils hedgent n'importe comment. Mais il y a des gens qui hedgent très bien, donc Mark Spitznagel en particulier. J'ai parlé également de Isaac Schwartz de Roboti qui hedge simplement et très très bien avec 1% du portefeuille également. Voilà, Isaac, lui, il n'est pas très connu, mais et puis en plus, il ne gère pas un hedge fund, mais pour autant, il sait faire du hedging. Donc voilà, il y a des gens qui hedgent bien, il y a des gens qui hedgent mal, et des gens qui hedgent bien, honnêtement, ils mettront jamais plus de 2% du portefeuille dans du hedging, et leurs hedging vont plutôt bien fonctionner en moyenne. Pour indication, en 2020, le portefeuille de Mark Spitznagel a fait plus de fois 50 sur sa partie hedging. Donc ça c'est un mec qui sait hedger. Pourtant, avec un portefeuille qui fait plusieurs milliards. Très clairement, lui, il sait hedger. Voilà. C'est sans doute le meilleur au monde hein, sur cette activité et je ne cherche pas à me comparer à Mark Spitznagel. Je dis simplement que sa démarche est inspirante et que si vous voulez apprendre à hedger, il faut être capable d'hedger avec 1 ou 2% du portefeuille, sinon c'est qu'on ne sait pas hedger. Voilà, c'est ça simplement que je voulais dire. Ensuite, sur la partie des entreprises dans le secteur du charbon. Il y a un truc que j'aime bien dans la démarche d'Aurélien et que je tiens à saluer, c'est d'ailleurs principalement pour cette raison-là que je me suis dit, il faut vraiment faire ce podcast. Là, il y a quelqu'un qui constate qu'il n'y a plus de façon d'investir dans le charbon via les ETF. Automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des acheteurs institutionnels aux États-Unis qui investissent via des ETF ne peuvent pas avoir des actions dans l'industrie du charbon. Donc, automatiquement, il y a par construction et par défaut beaucoup moins d'acheteurs institutionnels susceptibles de gonfler les cours de bourse des entreprises dans le secteur charbon pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des raisons fondamentales. Donc, automatiquement, tous les secteurs, en fait, de manière générale, non ESG aujourd'hui, et le charbon est évidemment le secteur numéro 1 considéré comme non ESG, sont susceptibles de présenter des prix plus bas que les secteurs réputés ESG. Alors, en plus, fondamentalement, je veux dire, ESG, c'est juste un label, hein, ESG.
ESG, ce sont des fonctionnaires qui se réunissent à Bruxelles qui disent ça c'est ESG. Ok. Donc, est-ce que le charbon est ESG ou pas? Existe-t-il des manières fondamentales de rendre le charbon ESG? Ce ne sont pas des questions qu'on se pose. Les cerveaux, avec tous leurs biais habituels, disent tout de suite non, charbon, pas ESG. Bon, voilà, il n'y a même pas de discussion sur le sujet. Et donc, automatiquement, comme ESG est un argument marketing pour les fonds aujourd'hui, parce que les investisseurs ont adopté la politique marketing de Bruxelles, si je puis dire, en disant oui, nous, c'est bien, on veut être ESG développement durable, l'effet de masse habituel, les biais des foules, ce sont des choses qui sont pas nouvelles et extrêmement connues en réalité. Gustave Le Bon, si vous voulez lire sur ce sujet, par exemple, ou Charlie Munger, enfin n'importe qui est un peu plus rationnel que la moyenne en réalité. Daniel Kahneman, tout ça, quoi. Ça parle de ça. Biais des foules, je veux être ESG en tant qu'investisseur, automatiquement j'investis uniquement dans des fonds labellisés ESG, automatiquement le fonds labellisé ESG est acheteur d'entreprises qui sont uniquement bah, labellisé ESG, tout simplement. Donc, tout ce qui n'est pas labellisé ESG a, par design, moins d'acheteurs que tout ce qui est labellisé ESG par Bruxelles, entre guillemets. Bruxelles et ses followers, évidemment. Donc, c'est tout à fait intelligent de regarder ces secteurs et donc c'est tout à fait intelligent de regarder le secteur du charbon. Et d'ailleurs, à l'investisseur français, dans les sélections diversifiées et dans les opportunités de la crise du Covid, entre guillemets, on avait pointé Alliance Resources en tant qu'opportunité dans ce secteur pour des raisons que vous connaissez sans doute, en tout cas pour ceux qui sont clients de l'IF depuis longtemps et qui sont encore là. Voilà, il y a Joe Craft qui sait investir intelligemment à contre-courant, qui gère cette boîte. C'est un producteur low cost aux États-Unis, c'est un exporteur low cost dans le monde. Voilà, très belle position concurrentielle. Il travaille uniquement sur des contrats à long terme, pricés uniquement correctement. Voilà, donc c'est une entreprise qui est gérée de manière la plus rationnelle possible avec l'environnement qui est le sien. Bien entendu, si l'environnement, comme je le disais tout à l'heure en réponse à la question de Roger, si l'environnement c'est Fukushima, il n'y a plus rien. Ok, je veux dire, si les mines de charbon de la Resources sont absorbées dans le sol, par exemple, je raconte n'importe quoi, on est bien d'accord. Elles sont tellement absorbées dans le sol et elles explosent, j'en sais rien, un truc totalement abracadabrantesque. Joe Craft ou pas, vous avez perdu. Voilà. Et donc, si par exemple on interdit dans le même genre à Alliance de vendre du charbon, vous avez perdu. Euh, quoi que fasse Joe Craft, quoi que vous fassiez, dans ce cas-là, vous avez perdu. Mais dans tout autre scénario qui est un peu moins catastrophique que ça, vous savez raisonnablement que Joe Craft va faire son possible pour que ça se passe bien pour lui, qui est un investisseur majoritaire dans l'Alliance, et ses investisseurs. Alors, ça, on le sait parce que Joe Craft a toujours reversé les profits d'Alliance en dividendes à ses investisseurs. Il a aussi fait des rachats d'actions. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours historiquement partagé avec les investisseurs, qui a toujours été plus que correct avec ses investisseurs. Toujours. Voilà. Donc, voilà, on sait qu'il y a une boîte, elle est normale, elle est gérée normalement, dans un secteur qui est certes délaissé, où il peut arriver qu'on empêche de faire
le métier de la collecte du charbon et de la vente du charbon responsablement. Euh, Pourtant, il y a des centrales à charbon qui sont plus clean que d'autres. Enfin voilà, il y a plein de considérations réellement EG à avoir sur ce sujet-là et des choses à regarder. Est-ce qu'on peut les rendre plus clean? Enfin, ce sont des vrais sujets qui sont importants. Voilà, on va pas chier sur la planète, hein, comme je pourrais le dire, hein. Le but, c'est pas de chier sur la planète, évidemment. Le but, c'est que si vous faites du charbon, c'est de le faire proprement. Et je suis certain que Alliance est conscient de ce sujet et que il y a des gens dans les centrales à charbon qui sont aussi conscients de ce sujet, et il y a des gens qui sont aussi moins conscients de ce sujet. Il existe un panel très vaste de possibilités euh, sur Terre, hein. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques. Je ne veux pas nier qu'elles existent. Je ne veux pas non plus dire que le charbon est forcément mauvais. Je n'ai pas à prendre de position sur ce sujet. Je veux simplement dire qu'effectivement, il y a la possibilité peut-être d'investir dans ce secteur. Et Aurélien, c'est vraiment pas con du tout de regarder. Voilà, regardez-le correctement avec des méthodes d'analyse de société telles qu'on les enseigne dans la formation investisseur débutant de l'investisseur français si vous voulez le faire eux-mêmes ou si vous voulez voilà, prendre un coaching où on prend ensemble des rapports dans un secteur qui vous intéresse, par exemple le charbon, euh, on les travaille ensemble, vous lisez ces rapports en étant guidé et vous apprenez à vous faire votre propre avis sur les différentes entreprises, vous apprenez à regarder les opportunités et le risque spécifique de chaque entreprise, vous apprenez à regarder l'opportunité et le risque de tout le secteur quand vous aurez fait toutes les entreprises du secteur. Et à la fin, vous ressortez avec votre propre opinion et pas ce que je veux bien vous raconter en fait. Voilà, ça c'est la bonne démarche si vous voulez être un bon investisseur en tant que vous-même. Voilà. Aurélien, bien sûr, vous savez que vous ne serez jamais Warren Buffett, parce que vous êtes Aurélien et lui c'est Warren Buffett. Euh, Ce qui ne veut pas dire que vous êtes plus mauvais que Warren Buffett, ça veut dire que vous êtes juste vous-même et lui c'est Warren Buffett. Voilà, moi personnellement, d'ailleurs, je vous ai dit à tout le monde hein, que je considère que Mark Spitznagel n'a rien à envier, par exemple, à Warren Buffett en investissement, et donc vous avez le droit d'être qui vous êtes et de faire votre propre démarche d'investissement, indépendamment du fait que vos résultats seront meilleurs, moins bons que ceux de Warren Buffett. Voilà. Donc Aurélien, vous êtes vous-même, vous devenez une version de vous-même en tant qu'investisseur, et c'est le travail à faire aujourd'hui hein, au stade où vous en êtes. Voilà, vous voulez pas être Warren Buffett, vous voulez pas être Serge Beninsky, vous voulez pas être Charlie Munger, vous voulez pas être Mark Spitznagel, vous voulez être vous-même simplement. Donc trouver votre identité d'investisseur à ce stade. Et après, bon, voilà. Est-ce que vous, en réalité, vous êtes investisseur? Non, vous savez, une expérience de vie d'investisseur, ça ne fera jamais de vous un investisseur. Voilà, en réalité, Warren Buffett, il est juste lui-même, hein, en réalité, comme je suis moi-même, comme vous êtes vous-même, et tout va bien. Voilà, investisseur, c'est juste une expérience de vie, hein, donc c'est pas, ça ne définit jamais votre personne, en fait. Voilà. Mais ça, c'est des phases, voilà, par lesquelles il faut passer. Il faut effectivement se construire à un moment une identité d'investisseur. Voilà, je suis passé par là. Euh, En fait, est-ce que je suis investisseur? Certainement pas. Est-ce que j'ai une expérience en investissement? Certes, très certainement. Et est-ce que j'ai le droit d'investir en bourse comme j'ai investi? Très certainement. Voilà. Et je vous invite à arriver au même résultat avec votre propre chemin. Et c'est sans doute comme ça que vous vivrez pleinement votre vie. Alors que ce soit d'ailleurs dans le métier de l'investissement, que ce soit dans le métier de la direction financière, que ce soit dans le métier de simple employé, que ce soit dans le métier d'entrepreneur, ce sont des expériences de vie qui sont intéressantes à avoir, mais dans tous les cas,
quelle que soit l'expérience de vie que vous choisissez de privilégier aujourd'hui, voilà, donnez-vous à fond et faites-le vous-même. Sinon, en fait, ça n'a strictement aucun intérêt. Vous laissez les autres vivre votre vie à votre place et ça donne des résultats qui sont assurés d'être catastrophiques. Voilà. Donc, moi, je vous le dis, c'est mon expérience de vie. Mon amie Martine peut vous dire strictement la même chose et tous les consultants autres que je connais chez Artema, ils vous diront exactement la même chose. Et puis, par exemple, mon ami investisseur, c'est vraiment un de mes meilleurs amis, Arnold Vandenberg, c'est quelqu'un qui a quasiment 90 ans quand même, il vous dira la même chose. Voilà, toutes les personnes un peu euh, illuminées que je connais, on va dire, entre guillemets, c'est une façon de parler, hein, qui sont lumineuses, qui donnent les étoiles dans les yeux, comme vous dites, pour reprendre vos expressions, toutes ces personnes-là vous diront la même chose. Voilà, donc vraiment, vous avez commencé la bonne démarche, Aurélien, si vous voulez avoir une expérience d'investissement, allez-y à fond et euh, si à un moment vous changez d'avis, vous dites non, mais en fait, ok, euh, je voudrais que mes investissements soient gérés euh, par un prestataire externe, que ce soit, je sais pas moi, Arnold Vandenberg, que ce soit Mark Spitznagel, que ce soit un autre. Dans ce cas, vous avez aussi le droit de changer de démarche. Voilà, mais ça, c'est à vous de choisir hein, votre positionnement. Vous pouvez changer d'avis en cours de route. En fait, tout va bien. Ce sont juste des expériences de vie. Donc là, si vous êtes lancé dans une idée, je vais explorer sur le secteur du charbon et ça m'intéresse. Franchement, moi, je vous encourage à y aller à fond. Et ce, indépendamment du fait que, voilà, est-ce que vous avez besoin de vous former sur le sujet. Dans ce cas, vous prenez simplement une formation comme vous l'avez fait du reste auparavant hein, avec moi. Vous avez pris votre formation, vous dites ça vous a servi, donc super. Euh, Soit en fait vous prenez une autre formation, soit vous vous formez vous-même en faisant de votre mieux. Toutes ces options sont bonnes et c'est à vous de choisir en fait la manière dont vous voulez approcher, mais c'est toujours vous et seulement vous qui devez approcher le sujet. Sinon, vous vivez pas votre vie, quoi. Donc voilà, c'était les euh, euh, considérations, les constats euh, issus de mon expérience et de l'expérience d'autres personnes que je connais que je voulais partager avec vous en répondant à vos questions, Aurélien. Donc merci de les avoir soulevées. Euh, Également, ce sont des questions très intéressantes qui soulèvent des pistes très intéressantes et qui peuvent effectivement vous aider à prendre le chemin de l'investissement de manière extrêmement intéressante. Donc merci encore d'avoir posé ces questions et je vous remercie également de m'avoir donné le privilège de vous faire vivre une bonne expérience de formation et de coaching la semaine dernière. C'était un vrai plaisir. Donc merci infiniment et à très bientôt hein, sur l'investisseur français.